Bonjour à tous, je suis Dorian Chériou, coordinateur de projet à l'Espace du Souffle à Tours. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Dr Luc Collat, où on va aborder avec vous l'asthme et notamment l'asthme sévère. Luc, je vais vous laisser vous présenter. Merci Dorian. Alors moi je m'appelle Luc Collat, comme il a été dit. Je suis médecin allergologue immunologiste clinicien au CHU de Nantes. Je suis également MCUPH en immunologie au CHU de Nantes et à Nantes Université. Et donc je vais vous parler avec Dorian aujourd'hui un petit peu d'asthme et notamment d'asthme sévère. Merci Luc. La première question, ce serait de définir l'asthme sévère. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec un asthme non sévère? Alors, c'est une bonne question. Déjà, juste pour repasser sur les bases, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des bronches qui est chronique, donc qui dure, et elle est caractérisée par des épisodes plus ou moins importants et plus ou moins labiles, hein, donc qui arrivent et qui vont, de bronchoréactivité. On appelle ça, nous, dans notre jargon, l'hyperréactivité bronchique. Et donc ça, l'asthme, et notamment l'asthme sévère, comment est-ce qu'on va définir l'asthme sévère? Eh ben, en fait, il faut partir de ce qu'on appelle la notion, nous, en médecine, d'asthme difficile à traiter. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont pas contrôlés, qui présentent toujours des exacerbations, des symptômes d'hyperactivité bronchique, donc la toux, l'oppression thoracique, les sifflements majoritairement ou la sensation qu'on n'arrive pas bien à inspirer profondément et qui présentent toujours ces symptômes malgré les traitements conventionnels. Donc les traitements conventionnels, c'est les corticoïdes inhalés avec des bronchodilatateurs longue durée d'action. Et quand on arrive à des fortes doses, là, on dit qu'on arrive sur un asthme difficile à traiter parce qu'on a toujours des symptômes. La question qui va dire comment est-ce qu'on bascule dans l'asthme sévère, ben, c'est assez simple finalement. C'est parce que tout simplement, on a malgré tous les efforts du médecin et du patient, on n'a pas réussi à contrôler les symptômes de l'asthme en contrôlant tout ce qu'on appelle, nous, les comorbidités, donc les maladies ou les traits du patient qui vont aggraver l'asthme. L'allergie en fait partie, le syndrome d'apnée du sommeil, la polypose au niveau du nez, par exemple, tout ça, c'est des facteurs qui vont aggraver l'asthme, et si on les contrôle pas, ça aggrave encore plus. Mais si malgré ça, malgré le contrôle de ces pathologies-là ou de ces traits phénotypiques, on n'arrive pas à contrôler l'asthme, là, on arrive sur ce qu'on appelle un asthme sévère. D'accord. Donc, si je comprends bien, la prise en charge doit, elle, être différente d'une prise en charge d'un asthme plutôt léger, modéré, comparé à un asthme sévère. Alors bien sûr, un asthme sévère, déjà d'une, il faut qu'il voit son médecin asthmologue environ tous les 3 mois, voire tous les 6 mois. Tous les 6 mois, c'est quand ça va bien. Tous les 3 mois, voire un peu plus rapproché, c'est quand ça va pas bien. Et il faut avoir un peu de recul sur le patient. Donc ça, c'est vraiment la relation médecin-patient. Et en plus, la prise en charge, elle va être totalement différente. Elle va faire intervenir d'autres professionnels de santé, puisque je l'ai dit, il peut y avoir le nez qui est atteint, il peut y avoir des professionnels du sommeil quand on a un sommeil. Il peut y avoir les gastro-entérologues quand on a un reflux gastrique qui va aggraver l'asthme. Donc, et bien sûr, il y a l'allergologue. Donc, tout ça, ça fait une prise en charge multidisciplinaire qui doit être coordonnée pour les asthmatiques sévères. Et en plus, il va y avoir aussi notamment des consultations en centre expert ou en centre de compétences de l'asthme, puisqu'on va mettre des médicaments qu'on appelle des biothérapies ou des thérapies ciblées, qui, eux, nécessitent une expertise parce que tous les médecins ne sont pas habitués à utiliser ces médicaments. Donc vraiment, la prise en charge, elle est multidisciplinaire et elle doit se tourner autour du patient. Ça, c'est toujours la complexité qu'on peut avoir. D'accord. Et en tant que patient, du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que aujourd'hui je suis asthmatique sévère, est-ce que je le serai à vie ou est-ce que cet asthme, il peut changer, basculer? Alors, avant l'ère des biothérapies, on disait sévère un jour, sévère toujours. Je me souviens, mon maître à penser m'a toujours enseigné ça. Bon, on peut nuancer le propos aussi. Quand on a un trait de sévérité, un asthme sévère, c'est sûr que ce trait-là va rester à vie, très probablement, mais c'est un trait. Ça ne veut pas dire qu'on restera tout le temps sévère, ce d'autant plus qu'avec ces nouveaux médicaments, là, ces fameuses biothérapies, on peut potentiellement impacter l'évolution de la maladie et en tout cas modifier la manière dont elle va évoluer dans le temps. Donc c'est possible, c'est une question qu'on se pose. En tout cas, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'on arrive à mettre des patients en rémission clinique, des patients sévères, voire en rémission clinique et biologique. Donc ça, c'est vraiment un énorme pas. Donc c'est pas une guérison de la maladie, c'est pas une rémission au long terme, mais en tout cas, on arrive à faire que l'asthme soit mieux toléré, mieux supporté et qu'il soit pas sévère. Donc sévère un jour, sévère toujours, oui, sur l'évolution naturelle. Avec les nouveaux traitements,
peut-être qu'on va impacter, mais en tout cas, avec ces traitements, on sait qu'on améliore le patient, qu'on améliore son suivi, qu'on améliore sa qualité de vie. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on appelle la rémission clinique et ou biologique actuellement. Dans la maladie asthmatique, il y a beaucoup d'asthmatiques qui ont des allergies qui sont associées à cette pathologie. Est-ce que le fait d'être allergique, c'est un facteur de risque supplémentaire d'avoir un asthme sévère? Alors oui, toutes les études jusqu'à présent, même depuis le début des années 90 jusqu'à maintenant, ont bien montré que lorsqu'on avait un phénotype allergique, on avait plus de chances, en tout cas plus de risques, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas plus un risque d'avoir de l'asthme. Et a fortiori sévère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette caractéristique-là qui va faire entrer le malade dans l'asthme sévère, mais en tout cas c'est une caractéristique qui est un point important. Ça, on le sait à l'heure actuelle. D'accord. Et souvent, on entend des termes un peu pour les patients barbares, hein, des asthmes éosinophiliques, etc. Est-ce que les asthmes sévères sont toujours éosinophiliques? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus? Ah, bien sûr. Ouais, je suis d'accord, ça paraît un peu barbare comme ça. En fait, cette notion d'asthme éosinophilique, où il y a des fois on dit asthme T2, ou enfin bon, c'est particulier. Ça vient de quoi? Ça vient des différentes recherches qui ont permis de mieux comprendre comment ça fonctionnait la maladie asthmatique. Il faut juste se dire que actuellement on définit l'asthme comme une maladie hétérogène. C'est vraiment un syndrome, hein, c'est plein de maladies à l'intérieur. Et comme c'est une maladie inflammatoire, ça fait intervenir le système immunitaire. Et donc, le système immunitaire va réagir sur plusieurs modes. Le mode de réaction le plus fréquent, on appelle l'inflammation de type 2. Elle est caractérisée par l'infiltrat d'éosinophiles dans les bronches. Les éosinophiles, c'est une cellule blanche du sang qui va s'activer notamment en contact avec des stimuli environnementaux, dont les allergies, mais pas que, par exemple. Et donc, cette cellule-là, elle va infiltrer les bronches, et c'est ça qu'on va appeler l'asthme éosinophilique. C'est parce qu'on sait qu'elle infiltre les bronches et qu'en plus, souvent, dans le sang du patient, elle a tendance à augmenter au-dessus d'un seuil qui est 300. C'est un seuil qu'on a défini. Et voilà. Donc, c'est ça qu'on définit, en fait, finalement, le phénotype éosinophilique. Et c'est associé à tout un tas de caractéristiques cliniques et notamment des réponses thérapeutiques particulières. Donc, c'est pour ça. L'allergie va rentrer dans ce cadre d'inflammation de type 2 et de phénotype éosinophilique, mais tous les patients qui ont un phénotype avec des éosinophiles ne sont pas forcément allergiques, ou en tout cas allergiques tels qu'on définit à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec une mémoire soit avec des anticorps dirigés contre les allergènes ou des cellules dirigées contre les allergènes. Donc c'est un peu tout ça qui va faire que, donc je comprends que pour les patients, se dire oh là là, ça va se mélanger, ça fait des nœuds, mais en fait il faut se dire qu'à l'heure actuelle on dit un asthme il est T2 avec une inflammation T2 et donc des éosinophiles plus ou moins de l'allergie, ou non T2 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éosinophiles, il n'y a pas de phénotype allergique associé. Et donc voilà, on dichotomise un peu comme ça et ça nous permet de mieux traiter nos patients, ceux d'autant plus qu'ils ont de l'asthme sévère parce que ça nous permettra aussi de mieux prescrire les biothérapies avec. J'espère que c'est clair. C'est clair, c'est très bien expliqué. Merci Luc d'avoir consacré de votre temps pour nous expliquer ce qu'était l'asthme sévère. On l'aura bien compris, hein, ça nécessite une prise en charge personnalisée, individualisée et pluridisciplinaire avec plusieurs acteurs. Merci de votre temps. Merci beaucoup.